Bonjour à tous. À mon tour, je tiens tout d'abord à remercier Dr Kauthar Kamoun, donc coordinatrice de l'unité de formation continue à la direction régionale de Sfax, ainsi que les laboratoires Gale Pharma pour cette invitation dédiée aux manifestations ou aux symptômes du post-Covid ou du Covid lent. Donc, je vais commencer par parler des manifestations neuropsychiatriques au cours des symptômes prolongés de la Covid. Et comme ça a été présenté par Dr Kauthar Kamoun, donc les symptômes du post-Covid sont nombreux, sont multiples, ils peuvent apparaître à la 4e semaine post-infection. Et donc, on va s'attarder particulièrement sur la symptomatologie d'ordre neuropsychiatrique, qui est une symptomatologie qui, comme ça a été dit, qui est très fréquente. Donc là, comme on peut le voir chez les patients qui ont été hospitalisés pour une atteinte par la COVID-19, on voit très bien que donc, parmi les atteintes, elles sont nombreuses, elles sont multiples, ça touche plusieurs systèmes. Mais parmi les plus fréquents, il y a donc les manifestations ou la symptomatologie neurocognitive faite essentiellement de troubles de la mémoire et de la concentration. Également, une symptomatologie psychiatrique faite essentiellement par une dépression, l'anxiété, des troubles du sommeil, donc un état de stress post-traumatique, mais également, et c'est une symptomatologie qui est très fréquente, également très décrite par les patients en post-Covid, qui est donc la fatigue. Alors, pour résumer, justement, les troubles neuropsychiatriques les plus décrits en post-Covid sont les troubles cognitifs, l'anxiété, les troubles du sommeil, la dépression, le suicide et le trouble de stress post-traumatique. Et donc, c'est soit sous forme de symptômes donc, isolés tels que les troubles cognitifs et les troubles du sommeil, mais qui peuvent s'intégrer ou donc s'intégrer également dans le cadre de syndromes ou de pathologies psychiatriques avérées. Alors là, comme vous le voyez, les études ont montré que la prévalence des troubles anxieux et dépressifs, elle est importante. On voit très bien donc que parmi les troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression sont les symptômes du post-Covid, les symptômes de l'humeur qui sont les plus fréquents. Également, les troubles du sommeil et particulièrement l'insomnie qui a été décrite et qui est décrite. Et certainement, vous avez vu certains de vos patients qui se plaignent d'une insomnie, qu'elle soit, comme je l'avais déjà dit, isolée ou associée à, donc, associé à une pathologie psychiatrique. Il y a également une autre donc, manifestation qu'on peut voir en post-Covid qui a été décrite, qui est de plus en plus décrite, qui est donc le suicide. Et le suicide, le post-Covid, les études ont montré que le syndrome post-Covid augmente suicidaire, que ce soit à l'atteinte par des pathologies psychiatriques, pourvoyeuses de suicide, de stress post-traumatique ou la dépression. Également, suite à l'atteinte par des symptômes donc, neurologiques même parfois bénins, mais parfois très angoissants pour les patients, tels que l'anosmie et la gausie. Et en post-Covid, il y a des patients qui ne peuvent pas reprendre facilement donc, le goût et l'odorat de manière habituelle, et ça pourrait donc engendrer certains symptômes anxieux et dépressifs secondaires, mais également des manifestations donc, ou une symptomatologie suicidaire, et en plus donc des symptômes physiques qui peuvent persister, tels que la grande fatigue, la douleur, la toux persistante, etc. Donc toute cette symptomatologie pourrait contribuer à une élévation du risque suicidaire chez ces patients. Il y a également, comme je l'avais dit, donc, parmi les atteintes, il y a la fatigue. Et la fatigue a été donc, un symptôme qui a été très fréquemment décrit par les patients en post-Covid. Et c'est là l'occasion de vous dire que c'est vraiment les patients qui ont sollicité les chercheurs à cette symptomatologie du post-Covid par les patients qu'ils ont décrits. Parmi les patients, donc parmi les symptômes, excusez-moi, les plus fréquents, c'est donc la fatigue qui était très décrite. Alors, nous allons commencer par voir la symptomatologie ou les troubles cognitifs. Alors, le symptôme qui est le plus fréquemment décrit en post-Covid par les patients, c'est ce qu'on appelle le brouillard cérébral, le brain fog. Là, on voit très bien que par rapport aux troubles cognitifs, donc les difficultés de l'attention, les difficultés de pensée, etc., le symptôme le plus fréquent, c'est le brouillard cérébral.
c'est-à-dire que le patient vous dit que je suis un peu dans un état de brouillard, je n'ai pas mes capacités d'attention, de réflexion qui sont habituelles ou normales. Il y a également le trouble de la mémoire. Et les troubles de la mémoire, c'est des symptômes très fréquemment décrits également par les patients. C'est des symptômes très angoissants, inquiétants pour les patients. C'est un motif de plainte qui est très fréquemment décrit. Et les troubles de la mémoire les plus décrits sont prédominants sur la mémoire à court terme, beaucoup plus que la mémoire à long terme. Les troubles de la mémoire sont, il faut noter que sont décrits chez des patients même très jeunes. Alors, ces troubles de la mémoire et les troubles des fonctions cognitives ne passent pas sans impact sur la qualité de vie et sur le fonctionnement habituel du sujet. On voit très bien qu'il y a un retentissement important donc, sur le travail, sur la prise de décision, sur la capacité de communiquer ou de mener des conversations avec des autres. Donc là, c'est très fréquemment décrit. Et là, les patients vous disent « j'arrive pas à me concentrer comme je le faisais habituellement dans mon travail, j'arrive pas à exécuter mes tâches quotidiennes comme j'oublie par exemple d'emmener mes enfants à la maison, etc. » Et c'est des troubles qui sont très récents. Et donc, c'est vécu d'une manière angoissante pour les patients. Alors, quels seraient les facteurs de risque de ces troubles neurocognitifs? En fait, ce n'est pas très clair. Donc, les études démontrent que peut-être le fait de l'utilisation, donc une hospitalisation pendant la période de la COVID, donc avec une utilisation de la ventilation mécanique, les traitements donc sédatifs, l'hypoxie cérébrale pourrait être en cause, mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a des patients qui développent des symptômes cognitifs post-COVID, même en ayant fait donc une symptomatologie très légère, mais ne nécessitant une hospitalisation. L'inflammation ou les effets secondaires des médicaments utilisés pour traiter donc, la COVID. Il y a également l'affaiblissement cognitif antérieur, surtout chez les sujets âgés. Il y a certaines études qui démontrent maintenant qu'il y a donc, une accélération de l'entrée dans un processus démentiel, surtout chez donc, les sujets âgés. Donc là, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ceci. Donc là, on va un schéma qui récapitule un peu donc, la situation. L'atteinte déjà par donc, le SARS-CoV-2, en plus des facteurs de stress que vit le patient, vont donc retentir sur le système nerveux central et périphérique et sur le système immunitaire en engendrant donc une réaction inflammatoire donc, très intense avec la tempête des cytokines, etc., qui pourrait être à l'origine des troubles donc, neurocognitifs, mais également de symptomatologies psychiatriques telles que l'anxiété, la dépression, l'état de stress post-traumatique, mais également donc l'insomnie. Eux aussi, ou ces pathologies psychiatriques, comme je l'avais déjà dit, pourraient en eux-mêmes entraîner des troubles neurocognitifs et des troubles de la mémoire, mais également, je voudrais ajouter que l'inverse est également vrai, parce que les troubles neurocognitifs isolés pourraient engendrer une symptomatologie anxieuse et dépressive. Donc, finalement, ça va un peu dans les deux sens. Alors, face à ces troubles cognitifs qui sont très fréquents, les patients se posent fréquemment la question, ils vous consultent, ils vous disent est-ce que c'est grave, comment je devrais faire, qu'est-ce que vous allez me conseiller, comment prendre en charge justement ce genre de symptômes. Ce que je voudrais vous dire d'emblée, qu'il n'y a pas jusqu'à lors donc une recommandation, des recommandations, des guidelines clairs par rapport à la prise en charge ou à la gestion de ces patients, donc aux médecins spécialistes dès que cela est nécessaire. Alors, le premier travail donc, à faire, c'est d'objectiver la plainte cognitive. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que certains patients, ils ont tendance peut-être à maximiser ou à minimiser cette plainte. Donc, c'est très important de l'objectiver et donc que ça soit un point de départ pour suivre. On pourrait, en objectivant une ligne de base, faisant une ligne de base, faire le suivi de ces patients-là. Ça pourrait se faire avec donc, certaines échelles, par exemple le MoCA, Montréal Cognitive Assessment, en français, il y a une version en français, et qui pourrait évaluer la fonction cognitive de manière donc, globale. C'est un test d'évaluation qui est rapide, qui est donc sensible, et il évalue les fonctions cognitives de manière donc, globale. Ça ressemble un peu à la MMSE habituelle. Là, donc, c'est chez ces patients, un score donc, normalement de 26 ou inférieur à 26 pourrait être considéré comme anormal.
Donc, après avoir objectivé la plainte, il faut essayer de la mettre un peu dans son contexte. C'est-à-dire, avant de dire que c'est une plainte isolée, il ne faut pas oublier que l'inflammation par la COVID-19 pourrait engendrer donc une atteinte de plusieurs systèmes, notamment pulmonaires, vasculaires, neurologiques, etc. Donc, chez ces patients-là, par exemple, l'ischémie ou l'hypoxie, etc., pourraient donc aggraver ou accentuer cette symptomatologie. Donc, c'est très important de mettre les choses dans leur contexte, surtout s'il s'agit d'un sujet d'un âge avancé avec certaines comorbidités. Donc, ne pas oublier de faire un bilan somatique, un bilan physique nécessaire. Donc, comment on va maintenant prendre en charge ces troubles cognitifs? Bien sûr, il faut soutenir le patient dans sa plainte. Il faut lui expliquer que ça pourrait être normal, que ça pourrait durer quelques mois, que ça pourrait également donc s'estomper, lui donner des informations, donc l'éducation du patient sur les symptômes donc du post-Covid et lui faire un apprentissage comment il pourrait s'auto-aider pour faire une autogestion de cette symptomatologie à partir de leur évaluation initiale, en fixant bien évidemment des objectifs réalistes. Par exemple, comment gérer les troubles de la mémoire et de la concentration? Là, avec des conseils simples, par exemple, vous pouvez conseiller à votre patient de réduire tous les moyens donc, de distraction, de planifier face à donc, ces problèmes d'attention et de concentration, des pauses régulières, en essayant donc de se concentrer et de se focaliser sur ce qui est important à faire et à le mélanger progressivement par donc d'autres informations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier donc les informations à la fois. Pour les problèmes de mémoire, on sait très bien, on a tous maintenant donc des smartphones, on peut s'aider par l'utilisation ou l'application d'un calendrier, on peut lui conseiller d'utiliser un enregistreur vocal ou un appareil photo pour capturer donc des informations nécessaires. Ça va l'aider à garder ou à garder en mémoire certains donc événements dont il croit importants. Alors, pour la gestion des tâches complexes, alors les tâches complexes, c'est le quotidien de notre vie, c'est-à-dire que le patient va planifier des tâches régulières tout au long de la journée et c'est des tâches qui pourraient être plus ou moins donc, complexes. Toujours conseiller de faire un calendrier et de planifier, c'est-à-dire ces tâches-là qui étaient peut-être très habituelles, il le faisait donc le sujet sans aucun problème. Maintenant, il devrait faire un effort de planifier, de faire un plan clair avant d'aborder donc chaque tâche et de décomposer chaque tâche en petites étapes en faisant une pause entre les différentes étapes pour toute activité qui pourrait être donc compliquée ou de devenir compliquée. Donc, après les troubles cognitifs, nous allons passer à un deuxième symptôme qui est très fréquemment aussi décrit par les patients, qui est donc la fatigue post-Covid. C'est un symptôme qui est très fréquemment décrit par les patients et les patients décrivent une diminution, que ce soit des performances physiques, mais également des performances donc, mentales. Alors, comment expliquer cette fatigue post-Covid? Cette fatigue post-Covid, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend de la tâche à exercer que le sujet donc, devrait faire. Elle dépend également, cette fatigue, de l'environnement du sujet. Est-ce qu'il vit tout seul? Est-ce que donc il a quelqu'un pour l'aider, etc. Ça dépend également donc de sa capacité physique et mentale antérieure. Est-ce que, par exemple, c'est un sujet âgé qui a des problèmes de santé physique ou mentale? À tout ceci pourrait donc s'ajouter les facteurs psychologiques et les facteurs neurologiques. Alors, les facteurs psychologiques, donc on sait très bien que l'anxiété, que le stress, que la dépression, ça, on va le voir, pourrait accentuer la fatigue. Si la fatigue physique, mais également la fatigue mentale. Mais également les facteurs donc, neurologiques centraux et périphériques. Tout ceci pourrait contribuer à ce qu'on appelle la fatigue du post-Covid. Comment pourrait maintenant prendre en charge cette fatigue, toujours en écoutant le patient, en essayant de comprendre sa plainte, à l'analyser. Bien évidemment, il faut toujours ne pas oublier de faire un bon examen clinique et un examen donc, psychiatrique à la recherche d'un trouble anxieux, d'un trouble dépressif, etc.
après avoir fait après avoir éliminé ceci, on pourrait on pourrait objectiver cette fatigue à travers une échelle. C'est très important, qui m'a les troubles cognitifs, d'objectiver cette plainte. Et là, pour la fatigue, il y a ce qu'on appelle l'échelle de Chalder. Donc, elle peut être utilisée à l'examen initial et être une référence pour le suivi de ces patients. Alors, l'avantage de cette échelle, c'est que elle comporte des symptômes physiques de fatigue, mais elle comporte également certains items pour les symptômes mentaux de la fatigue. Un score supérieur ou égal à 4 pour cette échelle pourrait objectiver une fatigue qui est donc importante. Alors, pour ces patients, il faut également identifier les facteurs qui déclenchent ou aggravent cette fatigue. Il faut qu'ils les comprennent pour donc les éviter. Par exemple, les troubles du sommeil, ils peuvent donc aggraver la fatigue. Et là, on sait très bien que dans le post-Covid, les choses sont intriquées. En fait, le patient pourrait présenter à la fois une ou plusieurs plaintes. Donc, c'est important de les connaître. Il faudrait également gérer cette fatigue et comment la faire, c'est donc d'équilibrer entre les activités et le repos. C'est très important. Si on pourrait déléguer, on devrait le faire. Donc, toute activité qui va solliciter donc, une stimulation émotionnelle, ça, il faudrait l'éviter. C'est très important également. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, par exemple, de se reposer en faisant des activités plaisantes, alors qu'on n'est pas en train de se reposer. Si on regarde la télévision, si on est en train de parler au téléphone, si on écoute de la musique, ça, ce n'est pas du repos. C'est-à-dire, s'il y a du repos, c'est-à-dire qu'il faut minimiser au maximum et ménager ou se ménager des moments de repos total. Donc là, sans écran, sans autre stimulant. On peut également suivre l'évolution de son état de santé de manière un peu subjective par la réalisation de ce qu'on appelle un journal de bord. Alors, le journal de bord permet également aux patients de noter et l'amélioration, noter également les facteurs qui pourraient déclencher ou aggraver. Alors là, on voit par exemple ici, il peut noter le lundi la fatigue ou le niveau de la fatigue, les activités avec lesquelles donc il y a cette fatigue, elle est accentuée et les facteurs déclencher cette fatigue. Le journal de bord pourrait donc aider le médecin à faire un suivi avec son patient de cet état de fatigue. C'est également important de prendre soin de soi, de pouvoir réaliser certaines activités telles que le yoga, de respecter le sommeil. Donc tout ça, l'alimentation également pourrait être des facteurs qui pourraient donc contribuer à donc l'amélioration de la fatigue. Là, les recommandations disent qu'il faut, par rapport à la médication, essayer d'utiliser des médicaments. On a tendance à donner peut-être des compléments alimentaires, etc. Peut-être pour le magnésium, par exemple, mais ce n'est pas très recommandé d'accentuer la prescription de médication pour soigner cette symptomatologie. Alors, je vous ai parlé donc des troubles cognitifs, de la fatigue, qui sont des symptômes qui sont très fréquents. Là, on va passer à une symptomatologie, un syndrome qui est fréquemment aussi retrouvé dans le post-Covid, qui est donc la dépression. Je ne vais pas détailler l'épisode dépressif caractérisé, donc vous devez connaître les symptômes de l'humeur dépressive, de l'anédonie, etc. Je vais surtout insister sur le fait que pendant la dépression, il faut voir qu'on peut retrouver un symptôme que je viens de décrire, et c'est pour cela que c'est très, très important. Lorsqu'un patient vous signale donc un état de fatigue important ou une diminution donc des capacités cognitives, de penser, de se concentrer, en plus, par exemple, de troubles de... Là, il faut donc côté d'un épisode dépressif caractérisé. Ça pourrait être une symptomatologie isolée ou témoin d'un épisode dépressif caractérisé, où il faut rechercher bien évidemment les autres symptômes de la dépression. Et vous pouvez, comme vous le savez, vous aider de certaines échelles qui pourraient donc vous aider à poser les questions et donc à faire un score de la dépression. C'est donc l'échelle c'est l'HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale, qui pourrait donc vous aider pour objectiver un épisode dépressif ou anxieux. Donc c'est très important. Le message à retenir face à une symptomatologie faite de troubles cognitifs, d'insomnie ou de troubles de sommeil, de fatigue, ne pas oublier de rechercher une dépression qui donc pourrait être donc qui pourrait ne pas être explicite et de la traiter bien évidemment. Le deuxième trouble psychiatrique à rechercher qui est très important également, c'est le trouble anxiété généralisée. Alors c'est un trouble qui est défini par une anxiété chronique supérieure à 6 mois
à quelques mois et c'est une anxiété qui touche plusieurs domaines ou plusieurs thèmes différents à la fois. C'est-à-dire que c'est un sujet qui devient très inquiet par rapport à son état de santé. Est-ce que je vais, par exemple, refaire une symptomatologie ou refaire le COVID? Par rapport à sa famille, est-ce que mes enfants, par exemple, pourraient être atteints? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de mal qui va arriver, etc. Donc, c'est une anxiété qui touche plusieurs domaines. Mais le plus important également, c'est que la personne n'arrive pas à contrôler cette préoccupation, mais qui présente aussi une symptomatologie qu'on pourrait voir dans le post-Covid, la fatigabilité, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, donc des perturbations de sommeil, même chose. Donc, c'est très important également de ne pas oublier de rechercher ce qu'on appelle ce trouble anxiété généralisée, de le dépister en vue de le traiter. Il ne faut pas passer donc à côté. Bien évidemment, la prise du trouble d'anxiété généralisée, elle est un peu compliquée, elle est basée sur les antidépresseurs. Dans tous les cas, votre mission en tant que médecin de première ligne, c'est de faire un dépistage et puis après, vous pouvez donc adresser votre patient pour être traité par un spécialiste. Le traitement de manière générale passe également par les IRS, tout comme la dépression. Également, on peut voir lors de la COVID ce qu'on appelle les crises aiguës d'anxiété. Pourquoi c'est important de les évoquer? Parce qu'en post-Covid, on a vu qu'il y a plusieurs systèmes qui sont atteints, notamment le système cardio-respiratoire. On peut avoir des atteintes neurologiques et c'est très important parce que dans les crises aiguës d'anxiété, il y a un ensemble de symptômes. Il suffit qu'il y ait 4 symptômes parmi toute cette panoplie de symptômes pour parler d'une crise aiguë d'anxiété. Alors, si on voit très bien, ces symptômes sont à prédominance physique, somatique, c'est-à-dire que le sujet pourrait, par exemple, présenter des palpitations, des battements du cœur, une accélération du rythme cardiaque et un sentiment de gêne ou de douleur thoracique. Et on va peut-être essayer de creuser un peu dans la piste cardio-respiratoire. C'est important de le faire, mais c'est important également de dire que on ne doit pas, ou on doit, ou on devrait évoquer ce qu'on appelle les crises d'angoisse ou les crises aiguës d'anxiété, donc qui sont donc des crises qui surviennent soudainement, qui durent une dizaine de minutes, un quart d'heure, où donc le patient présente toute cette symptomatologie et puis donc la crise va partir toute seule. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit cette crise aiguë d'anxiété, même si les symptômes évoqués sont plutôt d'ordre somatique, des fois beaucoup plus que psychiatrique. La prise en charge de la crise aiguë d'anxiété passe par la psychoéducation. C'est très important d'expliquer à votre patient que donc l'information en elle-même, elle peut être thérapeutique, que c'est purement psychiatrique, que ça ne tue pas, qu'on a fait les explorations, par exemple, cardiaques, pulmonaires, neurologiques nécessaires et qu'il n'y a rien. Donc, c'est rassurant pour le patient et ça suffit des fois à lui-même pour que ces crises s'estompent. On peut utiliser également les anxiolytiques, etc. Je vais finir par donc, le dernier syndrome, c'est le dernier trouble psychiatrique, c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Alors, le trouble de stress post-traumatique survient généralement un mois après un événement traumatisant où le sujet était face à la mort, soit lui-même, soit un de ses proches, soit qu'il a assisté à un événement qui est vraiment très traumatisant. Alors là, les études, parce que la COVID, bien sûr, ne figurait pas parmi les facteurs de stress, mais là, les études sont en faveur d'inclure la COVID-19 comme étant un facteur déclenchant de troubles de stress post-traumatique. Juste pour vous dire que pendant le trouble de stress post-traumatique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir également, on va voir une symptomatologie faite par l'évitement de tout ce qui rappelle la COVID, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été, par exemple, hospitalisé donc pour une symptomatologie grave de COVID, il va éviter de parler de la COVID, il va éviter l'hôpital où il a été hospitalisé. Également, il y a une reviviscence de tous ces symptômes à travers des flashbacks, à chaque fois des souvenirs. J'avais une malade qui me disait, je voyais les médecins ou les paramédicaux, tout ça, donc avec cette tenue, donc là, cette tenue, je n'arrive pas à l'enlever donc de ma tête. Donc, ça peut se faire à travers des flashbacks ou à travers vraiment des réveils ou des cauchemars donc, nocturnes que le sujet fait fréquemment et ça lui rappelle l'événement traumatisant. Là, également, dans le trouble de stress post-traumatique, il faut noter que le sujet peut également présenter des troubles de la concentration, des difficultés de sommeil, des symptômes qui rappellent un peu la dépression. Mais donc, cette symptomatologie
ne doit pas nous faire détourner pour le diagnostic du syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi? Parce que là, les études qui viennent de sortir montrent une prévalence du trouble de stress post-traumatique très, très importante. Ça dépend des études, ça dépend des symptômes. Donc, ça va de 80% lorsque les symptômes sont légers. Là, c'est une deuxième étude portant sur plus de 2000 patients. Elle a montré une prévalence du trouble de stress post-traumatique. Près du tiers des patients développent ces symptômes. Donc là, c'est une étude tunisienne faite en population tunisienne, dans notre service, en population générale tunisienne. Elle a montré également une détresse post-traumatique, c'est-à-dire immédiatement après l'hospitalisation, qui avoisine les 15%. Et cette détresse péritraumatique, elle est très pourvoyeuse du développement du stress post-traumatique. Et il y a des facteurs de risque, c'est parce que le stress post-traumatique se développe généralement chez le sujet jeune, beaucoup plus que chez le sujet âgé, de sexe féminin, et ayant des antécédents de troubles psychiatriques, mais également chez les personnes, selon certaines études, ayant des postes de responsabilité et s'occupant des autres. Donc, faites gaffe pour nous également. En tant que médecin, en tant que professionnel de la santé, nous aussi, on est concernés pour nous-mêmes par cette symptomatologie du trouble de stress post-traumatique. Là, c'est une échelle, le Post-Traumatic Stress Disorder Checklist, c'est une échelle qui va vous aider en tant que médecin de première ligne à dépister la symptomatologie du stress post-traumatique, ce que je viens de décrire. Donc, c'est important pour faire le dépistage. Un seuil entre 33 et 38, il est proposé généralement pour faire le dépistage du trouble de stress post-traumatique. Lorsque vous dépistez, bien sûr, la prise en charge du stress post-traumatique et l'apanage du spécialiste. Donc, les interventions peuvent être que ce soit médicamenteuses, mais également psychothérapeutiques, telles que les thérapies comportementales et cognitives. Et là, il faut savoir, après avoir fait le dépistage, de céder la main aux spécialistes. Donc, voilà, en conclusion, le post-Covid ou le syndrome du post-Covid, c'est une nouvelle maladie qui a plusieurs facettes qu'on est en train de découvrir. Elle a une physiopathologie qui est encore pas parfaitement inconnue, mais paradoxalement, on voit de plus en plus des patients avec ou présentant cette symptomatologie. En tout cas, les symptômes neuropsychiatriques sont fréquents, donnent un retentissement qui est très, très important. Également, il faut avoir à l'esprit d'éliminer toute cause somatique, bien évidemment, de décompensation, de comorbidité, etc. La prise en charge est également, et ça c'est très important, multidisciplinaire. Pourquoi? Elle doit, puisqu'elle a de multiples facettes, elle doit inclure plusieurs spécialistes à la fois lorsque c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors...